Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous avoir ici avec deux entrepreneuses de talent qui ont d'ailleurs moins de 30 ans ou quasi, qui viennent de fêter d'ailleurs leur anniversaire il y a pas si longtemps que ça, je crois. Le même jour. Ouais, c'est incroyable. Je crois que c'est le destin qui vous réunit. Mais justement, je vous propose en quelques mots de dire un petit peu qui vous êtes et puis aussi parler un petit peu, mais très rapidement, de votre entreprise. Très bien. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je m'appelle Jade, je suis cofondatrice et COO de WeMaintain. WeMaintain, pour faire très court, parce que je peux vous en parler pendant des heures, mais c'est une start-up qui s'occupe du moyen de transport le plus utilisé au monde. Et donc, contre toute attente, ce n'est pas la voiture, mais c'est l'ascenseur. Voilà, WeMaintain, c'est une start-up dans le monde de l'ascenseur. L'ascenseur, c'est un énorme marché, parce que sans ascenseur, vous n'auriez pas de ville moderne. Et dans ce marché, en fait, il n'y a que 4 grands acteurs qui se le partagent un peu gentiment. Et en fait, le client n'est pas content, trop de panne, c'est trop cher, on ne sait pas ce qui se passe. Et de l'autre côté, vous avez la personne qui est clé, qui est le technicien, qui est généralement surchargé parce que trop d'ascenseurs à maintenir. Donc personne s'y retrouve. Donc ce que WeMaintain a fait, c'est de remettre au cœur de la chaîne de valeur ces deux personnes. Donc le technicien devient indépendant, on lui fournit tout ce qu'il faut pour. Il ne faut pas aller trop vite parce que tu es en train de dire tout ce que tu vas raconter après. Ah bah, non, j'ai encore plein de choses à raconter. Donc, et en fait, on a utilisé la tech pour que le technicien devienne indépendant. Il a son application mobile qui lui permet d'organiser ses tournées, tout ça. Il fait partie d'une communauté. Et de l'autre côté, le client a enfin un service de qualité, la réactivité, la transparence sur les prix. Et surtout des outils digitaux, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas du tout. On s'est lancé il y a 1 an et demi commercialement. On était 3 et maintenant on est 23, 24 je crois. Ouais, et on vient de closer une deuxième levée de fonds de 7 millions d'euros. Voilà, nous, notre marché, c'est en fait tous les gens qui gèrent des ascenseurs. Vous le savez pas, mais dans tous les immeubles, il y a des ascenseurs, aussi bien les immeubles résidentiels que les immeubles de bureaux. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait plein de banques sur Vivatech. Toutes ces banques détiennent de l'immobilier, ont des ascenseurs, donc ce sont aussi nos clients. Voilà pour WeMaintain. Merci. Bah écoute, Justine. Et moi, donc Justine Hutto, bonjour à tous. Rien à voir avec les ascenseurs. Moi, j'ai lancé un déodorant naturel, donc ça s'appelle Respire. Et c'est plutôt récent parce que ça fait à peu près 1 an que je travaille sur le projet. On a lancé il y a 6 mois, donc fin 2018, en novembre, en crowdfunding, donc en financement participatif, vous connaissez peut-être. C'est un financement participatif qui a très très bien marché parce qu'on a prévendu plus de 21 000 déodorants en 1 mois. Depuis ces 6 mois, on a terminé tous les tests réglementaires, on a lancé la production. Et là, ça a été le lancement officiel cette semaine parce qu'on a livré donc, les 21 000 déodorants qui avaient été commandés à partir de samedi dernier, entre samedi et mardi. Et mardi, on a lancé notre site internet, respire.co. Et on a déjà fait 20 000 ventes en 2 jours, donc ça a été assez incroyable. Et là, voilà, on continue. Donc mon déodorant, il est naturel, sain pour le corps, à base uniquement d'ingrédients donc, qui sont naturels. Et le gros enjeu, c'était de trouver un déodorant qui soit naturel et efficace. Et ça, on l'a trouvé. Vous les voyez, ils sont ici. On a 2 parfums, donc citron bergamote et thé vert. Voilà, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Ouais, on va en parler, notamment au travers de votre parcours. Alors, rapidement, pour me présenter, donc, je suis Dimitri Carbonel. Je réalise pas mal de projets dans le domaine de l'Internet des objets, blockchain, IA, on en parle pas mal ici, des robots. Et notamment, ce qu'on nous a enfin avec Livosphère, c'est vraiment mettre en place, par exemple, des robots collaboratifs, notamment dans des usines qui fabriquent des sacs à main. L'intérêt derrière, c'est pas du tout pour remplacer des personnes. Et je pense que c'est toujours important de se dire comment on va utiliser le robot, l'intelligence artificielle pour être complémentaire et pas pour remplacer. Et justement, par exemple, pour tester l'usure de sac. Et on ne va pas demander à quelqu'un de lever ou par exemple de tester un sac pendant un temps infini. Au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un robot de le faire. Et c'est vraiment en complément, toujours un point qui est important. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une petite intro. Il n'y a pas très longtemps, il y a Jack Ma, donc, qui est le fondateur d'Alibaba, qui à Vivatech a raconté une anecdote. Et il a dit, il y a 20 ans, les premiers investisseurs, ils m'ont dit, écoute, si tu réussis, 80% des personnes réussiront. Et il s'est dit dans sa tête, c'est vrai qu'on n'a presque rien. Mais il y a une chose, nous, on croit dans notre futur. Et croire dans notre futur, en fait, c'est pas attendre que nos rêves deviennent réalité. Non, c'est en fait transformer et créer et construire son chemin pour les réaliser. Alors quand j'ai eu le plaisir de vous écouter tout à l'heure, et quand j'ai entendu Justine me dire, écoute, moi, à 23 ans,
J'ai décidé de créer ma propre marque de déo naturel. Et j'ai réussi à en vendre plus de 20 000. Alors maintenant, elle m'a dit que c'était 40 000. Bah, je dis, bah oui. Comment dire, Justine construit son rêve. Quand ensuite j'entends Jade me dire, bah écoute, nous, on a décidé, comme elle l'a dit, de s'attaquer, effectivement, pas s'attaquer, mais vraiment de travailler sur les ascenseurs pour avoir des ascenseurs qui fonctionnent et offrir aussi des services aussi aux techniciens pour qu'ils puissent gagner suffisamment leur vie face à des mastodontes, comme d'ailleurs Justine aussi à d'autres mastodontes. Eh bien moi je dis que Jade, elle construit son rêve. Et construire son rêve, on se pose la question, bah oui, mais comment ? Alors comment par exemple, alors qu'on n'a pas nécessairement de connaissances dans le domaine des cosmétiques ou des ascenseurs, comment est-ce qu'on arrive effectivement à passer de l'idée au projet ? Et ce n'est pas uniquement de l'idée au projet, non, c'est de construire des boîtes avec des salariés. Hein. On a entendu plus d'une vingtaine de salariés, ça va se développer. Je pense que ce sera la même chose pour toi, Justine. Comment est-ce qu'on y arrive ? Eh bien, c'est l'objet de ce panel. Hein. C'est là, on va avoir un peu toutes les discussions. Et je pense que c'est intéressant aussi de vous poser la question, c'est comment vous allez construire vos propres rêves. Pas nécessairement en créant une boîte, mais comment est-ce que vous allez prendre le chemin pour construire vos rêves plutôt que d'attendre que ça vous tombe dessus, parce qu'il y a 95% de chances que ça ne vous tombe pas dessus, en fait. Hein. Donc, on va commencer avec toi, Justine. Très bien. Alors, au départ, si je me souviens bien, tu avais plutôt l'intention d'aller dans de l'audit, Deloitte, je crois. Tu as un petit peu changé de parcours. Complètement. Oui, vraiment. Et donc, je voudrais savoir, en fait, mais qu'est-ce qui t'a fait changer ? Enfin, quel est le chemin qui t'a fait mener jusqu'à, justement, Respire et justement ce déo naturel ? Alors, déjà, je fais énormément de sport, je cours énormément, je suis fan de sport et de course à pied. Donc, de base, j'avais envie de travailler dans le sport. Bon, finalement, un déodorant, c'est pas si loin, parce que quand on fait du sport, on doit en mettre. Et non, en fait, ce qui m'a vraiment emmenée dans Respire, ça a été un déclic que j'ai eu l'année dernière, donc début 2018. J'avais une boule dans la poitrine et du coup, j'ai fait des examens, on m'a détecté une tumeur bénigne. Et là, les médecins ont commencé à me parler des déodorants, des ingrédients, en fait, qu'il y a dans les déodorants qui sont controversés, même nocifs. Il y a de nombreuses études scientifiques qui sortent de plus en plus pour dénoncer ces déodorants. Et ils ont commencé, justement, à me sensibiliser à ça. Alors moi, je rentre chez moi, forcément, je scanne avec la belle application qu'on connaît tous, Yuka. À l'époque, non, c'était pas Yuka, faisait pas encore les cosmétiques, c'était Clean Beauty. Maintenant, Yuka permet de scanner les cosmétiques aussi. Et je commence à utiliser cette application pour comprendre les ingrédients qu'il y a dans mon déodorant. Là, je me rends compte que les ingrédients, c'est pas possible. Il y a de l'aluminium, il y a des conservateurs qui sont controversés. Du coup, je jette mon déodorant que j'utilisais et je suis partie à la recherche du déodorant naturel, sain et efficace. Et ça, c'était la chose la plus difficile parce que j'en ai testé des déodorants. J'ai testé presque tous les déodorants naturels du marché. Alors, soit ça marchait pas dans une journée, que ce soit active ou une journée où je fasse du sport, j'avais l'impression de puer littéralement. Soit c'était pas du tout agréable, ça laissait des résidus sous les bras, ça faisait des taches sur mes vêtements ou c'était même de la crème à appliquer avec ses doigts. Et je me suis dit, c'est pas possible que sur le marché, il n'y ait pas un déodorant à billes qui existe, qui soit aussi pratique que nos déodorants, qui soit sain, naturel et efficace. Comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai décidé de le créer. Donc ça a été tout le chemin qui m'a emmené vers Respire. Ah non, effectivement, c'est un chemin. Mais en fait, comme quoi aussi, je crois que de mémoire, tes parents, notamment, peut-être t'avais aussi, ou tes parents aussi, à travers ta formation aussi, tu as eu un petit coup de... Parce qu'au départ, tu faisais pas du tout de course, hein, si je me souviens bien. Alors au départ, c'est ça, oui. Comment je me suis mise dans la course à pied et puis tout ce chemin vers le sport et tout, c'est en fait mes parents qui courent énormément, qui font des marathons. Et il y a 2 ans et demi, non 3 ans, je devais trouver un sujet de thèse pour la fin de mes études. Et j'ai du coup décidé de répondre à la question pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. Surtout que tu comprenais pas du tout pourquoi ils le faisaient. Hein. Je détestais courir, je ne comprenais pas pourquoi les gens allaient courir. Et puis clairement, c'est un phénomène de plus en plus, tout le monde court. Bon, aujourd'hui, maintenant, je suis passionnée et je cours énormément. Bref, du coup, quand j'ai choisi ce sujet-là, mon directeur de thèse m'a dit c'est une super idée, mais 1, tu te mets à courir, 2, tu te mets à partager sur les réseaux sociaux. Super, donc en fait, en 2 ans de rédaction de thèse, j'ai créé une communauté sur les réseaux sociaux qui a suivi toute mon évolution de mes premiers pas dans la course à pied à mon premier marathon, mon deuxième marathon, puis même 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire que j'ai fait en septembre l'année dernière. Donc quand je vous parle de sport, c'est vrai que c'est du sport un peu intense, mais j'adore ça et du coup, que dire ?
Non, mais écoute, Voilà. c'est parfait. Tu as Beaucoup de tout sport. Non, mais comme quoi, souvent les chemins, je dirais pas qui mènent à Rome, mais qui mènent à Respire en tout cas, sont détournés comme chacun de nous. C'est souvent les rencontres et le fait aussi d'être ouvert à justement ces choses-là et de dire why not, pourquoi est-ce que je le ferais pas. Jade, alors Oui. les ascenseurs. Franchement, c'est pas le premier business auquel on pense quand on a envie de créer non. sa start-up. Ah non, hein. non, non. Franchement, il y a plein de trucs. Bon, Déo, je peux comprendre, mais là, alors, dis-moi pourquoi est-ce que tu as envie de te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Et ouais, explique-nous quoi. Oui, alors les ascenseurs, c'était pas une passion. Enfin, moi, j'y connaissais rien, comme à peu près, je pense, tout le monde ici. En revanche, enfin, le lien avec les ascenseurs, finalement, moi, ça a été la start-up, parce que je travaillais en cabinet d'avocat d'affaires où j'accompagnais des start-up à monter des projets, lever des fonds. Donc, je voyais plein de choses passer. Je trouvais ça passionnant. J'étais basée à Shanghai, où pour le coup, il y a une activité vraiment très, très intense. En revanche, j'étais un peu frustrée parce que du coup, je participais à des très grosses opérations où parfois je croyais pas, enfin, je croyais pas trop au projet. Enfin, voilà, ça me motivait pas plus que ça. On va s'asseoir. Et je trouvais que c'était dommage en fait quand il n'y ait pas plus de projets avec vraiment du sens, de l'impact. Et puis un jour, on m'a présenté un peu l'industrie des ascenseurs. J'ai rencontré mon associé qui lui a bossé 10 ans chez le leader de l'ascenseur. Et puis il m'explique en fait cette industrie et je trouve ça génial. En fait, je me dis en fait il y a tout à faire. Évidemment, je ne me projetais pas du tout, mais je trouvais ça super intéressant de voir qu'il existe des marchés qu'on ne soupçonne pas, où il y a encore tout à faire. Et le fait que ça ne me ressemble pas, enfin que justement que tout ce monde de l'ascenseur ne me ressemble pas, je me suis dit, c'est pour ça qu'il faut que j'y aille en fait. Moi, je suis persuadée que quand on veut monter sa boîte, c'est bien de regarder les domaines où on ne se projette pas, parce qu'en fait, c'est là où vous aurez le plus de valeur. Et en fait, si vous allez dans une industrie où tout le monde vous ressemble, ça va être la guerre des clones. J'appelle un peu ça comme ça, mais en fait, tout le monde se ressemble et du coup, c'est très difficile d'innover. Alors que je peux vous dire que moi, j'ai des échanges sur le marketing dans l'ascenseur, tout ça. J'ai une vision que les gens n'ont pas forcément. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'était juste l'industrie, je pense que ça aurait pu être une autre industrie, ça m'aurait tout autant intéressé. Mais là, l'opportunité était là. Et en effet, donc c'est les rencontres. Moi, j'ai toujours été assez curieux, je pense. Juste après mes études, je suis partie en Chine. J'aime bien aller dans des secteurs où on nous attend pas forcément, ou même des lieux, et rencontrer. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et de là naissent les opportunités. Souvent, ce qu'on voit, c'est que à la limite, le projet, c'est important que le projet, c'est quelque chose qui nous plaise, mais au-delà de ça, c'est aussi l'expérience et les personnes avec qui on bosse qu'il faut que on transforme en rêve en réalité et qui est beaucoup plus porteur au final que potentiellement juste le projet au départ. Souvent, on a tendance à pivoter entre-temps et c'est ça qui donne du sens. Alors, Justine, il y a une chose, c'est que évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas énormément de compétences au départ sur la partie cosmétique. Alors, il me semble, d'ailleurs, je crois qu'il y a au moins une entreprise ici, je ne vais pas la nommer, mais vous saurez qui c'est, qui doit investir quelques dizaines de millions d'euros dans la recherche, qui a certainement dû regarder, des déos naturels, Scope Bref à faire ça. Alors, toi, entre 23 et 25 ans, mais comment est-ce que tu as fait pour surmonter ce handicap qui apparemment paraît insurmontable? Alors c'est clair que c'est une industrie où j'y connaissais pas grand-chose, surtout le déodorant. En soi, le déodorant, c'est un peu le produit tabou de notre routine quotidienne parce qu'on en met tous les jours. C'est le deuxième produit le plus utilisé chaque jour. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Je sais pas si entre vous, avec vos amis, vous parlez de déodorant. Maintenant, de plus en plus avec les tendances de déo naturel. Mais donc, c'est vrai, je n'y connaissais rien. Et pourtant, j'ai décidé de me lancer un peu là-dedans. Alors, comment ça s'est passé? En fait, je dirais que je me suis entourée des bonnes personnes. Déjà, je vous parlais tout à l'heure donc d'une communauté que j'ai créée sur les réseaux sociaux qui me suivait dans le milieu de la course à pied. Sauf qu'en fait, quand j'ai eu cette histoire, donc ma tumeur bénigne, et que j'ai commencé à me poser des questions sur les déodorants, j'en ai parlé avec ma communauté. Donc déjà, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à me poser ces questions-là. Et je me suis dit, si je veux vraiment identifier un besoin sur le marché, il faut que je m'assure que c'est pas uniquement mon besoin à moi. Donc j'ai échangé avec cette communauté. Aujourd'hui, c'est très drôle parce que ça s'appelle le Respire Club. En fait, c'est des gens de ma communauté qui ont suivi tout le projet depuis le début. Puis il y a toujours des gens qui rentrent dans ce Respire Club. C'est aujourd'hui un groupe WhatsApp où il y a un certain nombre de personnes et on échange toutes les semaines pour s'assurer qu'on est en lien vraiment avec les besoins du marché. Donc déjà,
J'ai identifié le marché bien en parlant avec ma communauté. Je me suis aussi entourée des bonnes personnes. J'ai un associé, on est 2 dans le projet, à l'origine du projet. Aujourd'hui, maintenant, on est 6 dans les bureaux, mais ça grossit très très vite. Et surtout, on a travaillé avec une docteure en pharmacie depuis 30 ans qui est en Bretagne et qui a cru dans notre projet depuis le début et qui a décidé vraiment de nous accompagner et de développer cette formule donc de A à Z avec nous, cette formule qui soit clean et naturelle et efficace. Et ça, c'était le gros enjeu et j'avais pas du tout ces compétences-là. Donc c'est sûr que j'ai cherché énormément. Je vous parlais de Yuka tout à l'heure. J'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai essayé de décrypter tous les ingrédients qu'il y avait dans des déodorants industriels, donc les ingrédients à bannir et les ingrédients qu'il fallait avoir pour que ce soit efficace. J'ai beaucoup appris par moi-même, parce que je pense que toi aussi, tu as beaucoup appris dans les ascenseurs par toi-même. On n'a pas le choix quand on rentre dans une industrie qu'on ne connaît pas, mais finalement, c'est peut-être le moment où on est le plus ouvert d'esprit, parce que justement, on n'est pas bridé par ce qu'on sait, par des théories, et on a l'œil du consommateur. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment aidée. Après, face à L'Oréal, je pense qu'il me regarde quand même un petit peu, quoi. Non, mais après, il y a toujours une chose, c'est que effectivement, on peut partir de, entre guillemets, comme disait Jack Ma, il est parti de pas grand-chose. Il était prof avant, en 99. D'ailleurs, il a dit qu'il prendrait sa retraite, je crois, aux 55 ans, il reviendra prof. Bon, il aura un peu plus d'argent d'ici là. Mais en fait, on a tout ce qu'on veut autour de nous. Et je suis certain aussi, et ça, c'est une chose qui est fondamentalement différente, c'est qu'à partir du moment où on a un projet qu'on incarne, dans lequel on croit, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vous accompagner, d'être avec vous. Et ça fait une véritable différence, une vraie différence aussi même par rapport à des grands groupes ou des entreprises, mais on le verra par la suite. Jade, il y a une grande mode qui est de faire des concours de start-up. Tu en as fait un certain nombre, si je me souviens bien. 3. Il y en a 2 dont je me souviens bien qui ont eu du succès, mais je vais te laisser les dire. Quel est l'intérêt de les faire? Est-ce que c'est intéressant justement de faire ce type de concours ou est-ce que ça sert à rien? Et qu'est-ce que ça apporte dans ton cas? Alors, nous, l'enjeu de WeMaintain, c'est qu'en fait, on arrivait sur une industrie qui était déjà plus ou moins verrouillée par 4 grands acteurs avec des marques très très fortes. Bon, ces acteurs-là, c'est Otis, Kone, Schindler, Thyssen. En fait, ce sont des sociétés, il y en a certaines qui ont plus de 100 ans. Enfin, voilà, ce sont les références. Et donc, il fallait qu'on se fasse un nom sur ce secteur et également qu'on arrive à rassurer, parce que l'ascenseur, c'est quand même lié à la sécurité. En face de nous, on a le monde de l'immobilier, ce sont nos interlocuteurs. Et donc, moi je ne suis pas parmi les plus âgés du projet. On a des personnes dans l'équipe qui sont un peu plus âgées, qui correspondent peut-être un peu plus au code, mais en tout cas, il fallait quand même rassurer. Donc on s'est dit, comment on peut faire? Et c'est vrai que dans l'immobilier, les gens aiment bien un peu les marques de confiance, et notamment, sachant que dans l'immobilier, il n'y a pas encore beaucoup de tech, de start-up. Donc notamment, les concours de start-up pouvaient rassurer. Donc on a fait 3 concours. On a fait le concours du MIPIM. Le MIPIM, c'est le plus grand salon international de l'immobilier. Ça se passe à Cannes tous les ans. Il y a plus d'argent qui est dépensé pendant ce salon que pendant le festival de Cannes. C'est juste un truc de dingue. Tous les investisseurs qui achètent des buildings sont au MIPIM. On s'est dit, si on fait le concours de start-up là-bas, au moins ils vont nous voir et ils vont se dire, ça va, c'est sérieux. Donc on a fait ce concours-là, où on est arrivé en finaliste pour le coup. Après, on a fait le concours de l'université d'Harvard, parce que Benoît, qui est un des 2 autres cofondateurs, a fait l'université d'Harvard. On s'est dit, voilà, si on a un prix d'Harvard, ça va aussi rassurer sur le fait que c'est pas trop mal comme université, je crois. Oui, voilà. Donc, mais en fait, encore une fois, c'était toujours dans une optique de la notoriété, rassurée. Et donc, on est la première boîte européenne dans l'histoire du concours à avoir remporté un prix au concours, en fait, parce que nos petits amis américains font toujours gagner des Américains. Et là, on était bien contents, en fait, de dire, non, l'Europe, on peut aussi faire des belles startups. Et puis, le dernier concours, c'était celui de la BFM Academy, où, en fait, tout simplement, le monde de l'immobilier regarde BFM Business à peu près tous les matins. Et donc, je voulais juste qu'ils entendent parler de WeMaintain et qu'ils se disent ascenseur, WeMaintain. Donc, je dis, en fait, on va passer, on va faire ce concours. Et on a gagné ce concours. Et en fait, ça a beaucoup marché puisque les gens nous l'ont dit. Après, on disait, mais je vous ai vu sur BFM, je vous ai entendu. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on peut faire connaître sa marque. Mais ce qui est important, c'est de savoir à qui est destiné le concours, qui va regarder ce concours. Si personne ne regarde ce concours, franchement, ne le faites pas. Si c'est juste pour votre ego, surtout ne faites pas ce concours, parce que déjà, ça prend beaucoup de temps, et puis ensuite, ça va pas vous rapporter l'ego, va pas vous rapporter du business. Donc, il faut vraiment se dire quels sont les débouchés en termes de business.
Oui, parce qu'il y a une chose, effectivement, et toutes les deux d'ailleurs en soi, toi, Justine, avec notamment la communauté, puis après notamment les réseaux sociaux et avec les concours, c'est toujours se poser la question, mais comment est-ce que j'adresse les personnes, enfin mes clients potentiels, mais aussi des influenceurs, et plutôt que d'essayer de faire tout et n'importe quoi, je vais me focaliser sur un certain nombre soit de concours, de communautés pour avancer, hein, et après me faire connaître. Et après, au fur et à mesure, d'acquérir une légitimité sur le sujet. Donc, je pense que c'est une démarche, et aussi, je pense que c'est une démarche qui est progressive, parce qu'au début, on se plante. Alors toi, tu t'es pas planté, c'est très bien, ni toi non plus d'ailleurs, mais vous avez les codes. Bon, et donc, mais bon, de toute façon, on apprend, on a fait toujours des erreurs, et puis après, effectivement, on apprend au fur et à mesure. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, tu as dit que tu faisais du crowdfunding. Autant il y a 2-3 ans, enfin moi je vais très régulièrement au CES à Las Vegas et c'était très à la mode de faire son Kickstarter. Et donc il y a même, pour l'anecdote, il y en a un qui avait réussi à lever plus de 13 millions d'euros pour une glacière connectée, et puis ils sont partis aux Bahamas avec. Bon, mais dans ton cas, c'est pas du tout ça. Et donc, a priori, on se dit, c'est un peu has-been, et pourtant tu l'as fait. Hein. Et donc, quel est en fait l'intérêt de faire du crowdfunding pour lancer son produit aujourd'hui, hein? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, il y a beaucoup d'intérêt à faire un crowdfunding pour lancer son projet B2C en tout cas, parce que je pense pas qu'en B2B t'en ferais un. Mais nous, en fait, déjà quand on a fait 9 mois de recherche et développement pour trouver la bonne formule pour le déodorant, quand on l'a trouvé, on s'est dit ok, go, c'est le moment, il faut absolument qu'on aille sur le marché. On n'avait pas encore fait tous nos tests réglementaires parce que la cosmétique en France et en Europe, c'est très très réglementé. Donc on avait plusieurs mois de tests réglementaires à passer. On s'est dit, ok, mais avant, il faut qu'on aille sur le marché. Le moyen d'y aller en avance avant que le produit soit prêt, c'est d'aller sur le crowdfunding. Et le crowdfunding, ça nous permet 3 choses, mais hyper importantes. 1, c'est de se faire connaître, avoir la notoriété dès le début. 2, jauger l'intérêt du marché. Et 3, financer notre première production. Et clairement, nous, c'est ce que ça a permis parce que pour lancer le crowdfunding, on a fait une vidéo de lancement. La vidéo, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vue parce qu'elle a fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Et en fait, c'est moi, donc face caméra. Bon, il y a quand même un script où j'explique toute l'histoire, mais j'explique en fait pourquoi je lance Respire. Et cette vidéo qui a fait le buzz, qui est devenue virale sur les réseaux au mois de novembre, nous a permis de se faire connaître et ça a drivé un bon nombre de consommateurs sur notre crowdfunding qui nous a permis du coup de vendre les 21 000 déodorants en un mois. Et ça, c'était plus beau que tout. On n'avait pas encore lancé la production, qu'on avait déjà vendu ces 21 000 déodorants. Et Jade, dans ton cas, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi je suis dans le domaine des objets connectés, hein, notamment, et tout le monde t'a dit, bah oui, tiens, vas-y, il faut que tu connectes absolument tes ascenseurs, et tu dis non. Une seconde, les amis, hein. Tu n'as pas du tout pris cette approche, hein, alors qu'effectivement on se dit, bah, ça va apporter des services. Pourquoi? Et en fait, comment est-ce que tu as avancé par rapport à ça? En fait, c'est vrai qu'il y a un petit effet de mode sur les objets connectés. On se dit, on va tout connecter, ça va tout améliorer. Et en fait, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que ça va apporter? Et nous, dans notre industrie, la valeur, elle est créée par l'homme, en fait. C'est le technicien qui fait la prestation. Il faut vous imaginer qu'un technicien, il ne peut pas être remplacé par un robot, même si je sais qu'il y en a beaucoup là sur Vivatech. Mais le technicien, il va dans plusieurs immeubles. L'ascenseur, il n'y a rien de standard, c'est que de l'imprévu. Il faut utiliser ses mains pour réparer. Il y a plein d'ascenseurs différents. Et du coup, c'est pas du tout standardisé. Donc, en fait, le robot intervient quand on peut standardiser les mouvements. Également, il y a une bonne étude qui est sortie, je crois que c'était McKinsey qui l'avait faite, sur quels sont les métiers qui vont se faire remplacer. Alors, je vous le dis, hein, il y en a beaucoup qui vont se faire remplacer. En revanche, ces métiers physiques non reproductibles, donc c'est le technicien, c'est l'infirmière, c'est tout ce genre de métiers, on ne peut pas les remplacer par des capteurs ou de l'intelligence artificielle. Et l'autre point, c'est qu'en effet, quand j'allais expliquer ce que faisait WeMaintain, qu'on allait revaloriser les métiers techniques grâce à la tech, que les techniciens, ils allaient doubler leurs revenus, les gens disaient oui, c'est très bien, la démarche est bien, mais et vous voulez pas me connecter l'ascenseur? Et du coup, je répondais, et je le réponds toujours, attendez, aujourd'hui, quand vous avez une panne, vous n'avez personne. Alors, ça va servir à quoi le capteur, en fait? Il faut bien se poser la question de qu'est-ce que je veux créer, quelle valeur ça va apporter aux clients. Et aujourd'hui, on a bien remis à plat la chaîne de valeur et du coup, le service s'est amélioré. On a des capteurs, mais qui sont à destination des techniciens, encore une fois, parce que c'est toujours lui qui fait la prestation. Donc, il faut juste sur justement tout ce qui est capteur, il faut un peu se poser la question à qui ça bénéficie, est-ce que ça crée de la valeur, et est-ce que c'est pas juste cosmétique parfois, parce que c'est un peu le cas parfois.
Alors, je vais prendre une question qui est ici. Justine, comment est-ce que vous avez trouvé, en particulier tous les intervenants et outils, pour le procédé de fabrication des déodorants? Alors, comme on n'y connaissait rien avec mon associé Thomas, on a d'abord donc fait une recherche. Enfin, on n'y connaissait rien. On est quand même entré en contact du coup avec plusieurs laboratoires français. Nous, c'était une vraie volonté d'être made in France, et on est allé à la recherche de laboratoires à qui on a pitché notre projet, et on leur a demandé de nous aider. On leur a demandé s'ils savaient faire des déodorants, et finalement, ils nous ont. Alors, quelques laboratoires nous ont répondu. Quelques-uns, c'était très très cher. D'autres, c'était un peu plus accessible. Et donc, c'est ça. Nous, on a tout développé avec ce laboratoire en Bretagne, Véronique, qui est une docteure en pharmacie et qui a vraiment donné sa confiance au projet. Je pense qu'aujourd'hui qu'elle a eu raison, et elle en est très contente. Et du coup, elle nous a vraiment aidé à élaborer cette formule pendant ces 9 mois de R&D, parce que, je vous le dis sincèrement, 9 mois d'élaboration de formule de déodorant, c'est pas simple. Mon entourage, ils en pouvaient plus, parce que je leur faisais tester des déodorants. Voilà, Ils sortaient très bon à la fin. Hein. Mon Dieu, il y avait des déodorants qui puaient vraiment, pour vous dire qu'on a fait vraiment des tests. C'était l'inverse au début. Moi, quand j'ai fait mon 120 km dans le désert et que j'ai emmené ce déodorant qui est aujourd'hui cette formule-ci, c'est là que je suis rentrée et que j'ai dit à mon associé Thomas, on a trouvé le déodorant. 4 jours sans se laver, et franchement, je te jure, ça passe. Je vous jure, ça marche. Après un marathon, ouais. Il y a une question que j'avais vue avant pour toi, Jade, c'est comment est-ce que tu as réussi à embarquer les techniciens de maintenance, qui d'ailleurs généralement travaillent déjà pour d'autres entreprises? Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, à part ceux qui sont sous-traitants chez Womentain, tous les techniciens sont salariés. Nous, on connaissait déjà en fait quelques techniciens, puisqu'en effet, un de mes associés avait travaillé 10 ans pour le leader de l'industrie. Donc il avait déjà son petit réseau. Et après, c'était très simple. Alors, moi, j'ai 2 meilleurs amis. J'ai Google, j'ai LinkedIn. Et en fait, on a regardé un technicien de maintenance, LinkedIn. Il y en a plein qui sont sortis. On s'est dit, on va aller les voir, on va leur raconter. Et c'est ce qu'on a fait. On leur a écrit. Et en fait, là, on a vu que ça y est, le modèle, c'était le bon. C'est que quand on leur en parlait, je plaisante pas, il y en a beaucoup qui avaient les larmes aux yeux, en fait, qui disaient, mais ça fait des années que je veux ça, en fait, et on me l'a jamais proposé. Et en fait, petit à petit, ils se sont mis à en parler. Enfin, encore une fois, c'est la communauté, ils en ont parlé autour d'eux. Les gens sont venus nous voir, là, aujourd'hui, mais on a une liste d'attente énormissime. Et donc, c'était pas très compliqué de les convaincre, parce qu'encore une fois, le modèle avait été pensé vraiment pour eux. Et on l'a construit aussi avec les premiers. Voilà. Alors, il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'est, vous avez un parcours qui est extrêmement international, toutes les deux. Hein. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais en quelques mots, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que pour vous, c'est important justement d'avoir ce parcours international? Alors moi, ouais, j'ai vécu 6 ans au Canada, et je dirais que ça m'a apporté énormément. Déjà, il y a une différence de culture. Je pense que le Québec, vous connaissez tous au moins voilà, la culture québécoise. Et moi, je dirais s'il y a vraiment une chose que ça m'a apporté, c'est que les Québécois sont des gens extrêmement ouverts d'esprit, sans aucun tabou, et ils sont là pour nous aider. Je suis sortie complètement de ma zone de confort, et aujourd'hui, je suis capable de parler de déodorant, d'aisselle, de transpiration à longueur de journée sans aucun tabou, d'aller demander des avis à ma communauté sans me poser trop de questions. Est-ce que ça va les déranger? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, j'y vais, je fonce, je me lance, et j'ai pas peur en fait de ce que les gens vont penser, parce que voilà, je le fais avec mon instinct, et je pense que ça, je l'ai appris au Québec. Ouais. Alors, Jade? Moi, c'est assez proche, en fait. Alors, pour le coup, de mon côté, j'ai vécu 5 ans en Chine. Alors déjà, la Chine, moi, ça m'a appris à avoir un autre tempo, parce que là-bas, tout va très, 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 très vite. Je pense que c'est pas un hasard si on invite Jack Ma à Vivatech. Donc voilà, donc le tempo, il faut que ça aille vite, parce qu'en face de nous, en fait, les vrais concurrents, c'est pas les Européens, hein, c'est les Américains et les Chinois. Il faut bien avoir ça en tête. Et également, c'est le fait d'être... Enfin, du coup, j'ai adopté d'autres codes qui étaient ceux de la Chine. Et quand on revient en France, en fait, on se sent très libre. En fait, on met nos codes à nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Moi, parfois, je vais parler à des grands PDG de l'immobilier, et les gens me disent, mais tu es folle, tu vas pas lui parler d'ascenseur? Si, en fait, si, je vais lui parler. Et puis si, je vais l'inviter sur LinkedIn, et puis on va se prendre un café, et on va en parler. Et donc, je pense que c'est ça, c'est de se créer ses propres codes, d'avoir ses propres références. Ça permet de... En fait, ça permet de suivre voilà, son ambition, son rêve. Moi, mon rêve, c'était pas l'ascenseur, hein, je vous rassure. Mais au moins voilà, de suivre son ambition. Je vous remercie. Est-ce que vous avez juste un mot de conclusion, parce qu'on a juste dépassé de quelques instants, mais un point à la limite, un message que vous vouliez faire passer, hein? Juste de n'écouter que vous, en fait. Je pense que vous êtes les plus à même de savoir ce que vous voulez faire, etc., de ne pas écouter les autres, et encore une fois, d'aller dans des industries où les gens ne vous ressemblent pas. Alors, je dirais peut-être pour les écouter, c'est écouter
pas écouter ceux qui sont contre vous, hein, mais peut-être écouter. Oui, ceux qui sont, voilà, oui. Ne pas écouter ceux qui sont contre vous. Moi, je dirais de croire en soi, parce que c'est vrai que voilà, on se lance dans des industries qu'on connaît pas, et finalement, c'est ça ce qui est le plus drôle et le plus fun même, et qui nous attire encore plus. Et donc, on connaît pas tout, donc entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je le vois depuis le début, je me suis entourée de personnes, j'ai une espèce de petit cercle autour de moi qui m'aident clairement à évoluer, à avancer. Quand j'ai la moindre question, je vais la poser. Et j'ai des personnes spécifiques dans chaque domaine qui m'aident parce que je ne connais pas tout du tout. Et il y a des gens bien meilleurs que moi, donc je m'entoure d'eux. Voilà. Merci à vous toutes les deux, donc Jade et Justine. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci. Hein. Vous pouvez les applaudir parce que c'est vraiment des belles expériences. Merci.